Est-ce que vous pouvez dire quelques mots qu'on voit si on vous entend, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. Ok, merci. On vous entend aussi. Merci. Et on s'entend bien. Hein, quand on se dispute avec quelqu'un, hein, c'est souvent parce qu'on s'entend pas. Hein. Oui. Donc on en revient toujours à la perspective de l'écoute. Hein. Faut bien voir que l'écoute, dans son sens pur, disons, est complètement libre de la comparaison. Hein. Dès lors que vous vous libérez de la comparaison, la vie se simplifie à l'extrême. Chaque instant est exactement tel qu'il est. S'il n'y a pas le mental comparatif qui se réveille, ça serait mieux si. On entend souvent parler de la question du cœur, hein, l'ouverture du cœur ou l'intelligence du cœur. Donc c'est vrai que dans notre civilisation occidentale, c'est l'intelligence analytique, intellectuelle qui est honorée ou déifiée. Même chez les enfants à haut potentiel, ce qu'on appelle, hein, c'est toujours l'hyperactivité mentale ou l'hyperperformance sur le plan intellectuel. Hein. Mais intelligence du cœur, ça se réfère à une autre perspective. Ça se réfère à une perspective globale dans notre aptitude à comprendre à partir du silence de notre être. Il y a une compréhension qui se dessine au sein du silence, qui ne fait pas appel à l'activité mentale. Votre mental peut être complètement au repos, et cette compréhension est éveillée. Les perceptions sont vécues de manière active, c'est-à-dire sont perçues de manière claire. Et le fait que ces perceptions sont perçues de manière claire amène une compréhension naturelle des êtres, des choses, des situations et de notre propre corps, qui, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un objet d'écoute. Donc il faut se méfier des conclusions hâtives, hein, quand on dit « Ah, c'est un demeuré ». Regardez, demeurer, hein, ça peut être pris dans un sens merveilleux. Hein. Demeurer dans l'essence de notre être. Hein. Et donc, il peut y avoir des êtres qui demeurent dans l'essence de leur être, qui pourtant sont illettrés ou n'ont jamais été à l'école. Hein. Donc ça a à voir avec ça touche une autre forme d'intelligence. On peut dire que s'il y a une certaine complémentarité dans la mesure où l'intelligence intellectuelle peut être utile pour la gestion de la vie quotidienne, mais sans cette autre intelligence, c'est une forme d'invalidité. Hein. Donc, le cœur lui-même, en soi, il n'a pas besoin d'être ouvert, c'est sa nature, l'ouverture. Mais c'est plutôt la gangue qui l'enserre, la gangue des points de vue, des opinions, des jugements, hein, donc qui crée une sorte de coque plus ou moins infranchissable. Donc on peut s'occuper de cette coque si on veut, c'est-à-dire être conscient de cette contracture qui crée comme une forme de gang dans notre gang GUE, hein, dans nos interactions avec le monde. Hein. Donc on va rester simplement présent à cette contracture, au poids des opinions et des points de vue, hein, qui sont toujours relatifs, mais parfois sont pris pour l'absolu. Donc il y a une attention qui s'éveille à toute ce fatras
intellectuel qui s'est accumulé au fil du temps et qui constitue mon identité, mon personnage, qui n'est finalement qu'un agglomérat de croyances, de points de vue et d'opinions, qui disparaît dans le sommeil sans rêve, dans le sommeil profond, et réapparaît dans l'activité de veille, l'activité mentale ou l'activité onirique. Donc bien faire la différence de ce qui se vit dans les moments où le mental est en pause ou dans le sommeil profond, où il y a finalement une tranquillité qui est présente. Et qu'est-ce qui se passe quand le mental se réveille et va reconstruire une identité et réinterpréter le monde à sa manière. Par exemple, quand on dit « je m'ennuie », c'est quelque chose qu'on entend souvent, ça veut dire qu'on a construit une relation personnelle avec la situation. Au lieu de vivre la situation à partir de l'impersonnalité naturelle, le personnage est réapparu et dès lors qu'il ne trouve pas de nourriture à sa faim, il va rentrer dans un mouvement de rejet, de réaction, et ensuite le mental va l'étiqueter « ah ben oui, je m'ennuie ». Donc bien voir que derrière ça, il y a comme une fuite du vide ou de la vacuité. Il faut bien de l'intelligence pour faire ce diagnostic. Voilà, l'intellect, il sert jusqu'à une certaine limite. Il y a un moment où l'intellect arrive à sa limite et fait place à l'émerveillement ou l'étonnement, à l'instant où l'intellect suspend son vol. Donc l'intellect est utile, disons, sur un certain plan, jusqu'à certaines limites, mais à un moment, il abdique de lui-même. C'est la sagesse, en fait, La sagesse naturelle qui est présente chez tout le monde, au lieu de rester fixé sur les imperfections des personnalités, si vous vous mettez à l'écoute de la sagesse qui est présente chez tous les êtres, d'abord ça va vous rappeler votre propre sagesse qui est également présente en vous, et vous allez trouver une forme de communication inframentale, on peut dire, de la sagesse qui parle à la sagesse. Et si vous regardez les êtres comme la sagesse qui a revêtu un corps et un mental, vous ne les enfermerez plus dans des boîtes. Dans des boîtes. Vous allez percevoir que derrière la contracture égotique, il y a une présence qui est là. Une intelligence, même si les êtres n'en sont pas conscients, il y a toujours cette présence et cette intelligence qui est là en arrière-plan de la contraction. La contraction qui engendre les réactions. Donc les actions réactives, ce sont des actions qui partent de la contraction. Donc quand on voit qu'on part dans une action réactive, donc que nos paroles ou nos actes sont récupérés par la contracture égotique, si on en a la possibilité, c'est le moment de marquer une pause, cesser le feu, et de permettre de voir la manière dont la contracture égotique a repris le dessus, et d'avoir la patience d'attendre jusqu'au moment où cette contracture se détende et se résorbe. Et ensuite, on voit ce qui est encore utile à dire ou à faire, ou non. Il y a des actions et des paroles qui n'ont plus aucun intérêt une fois que la contracture égotique s'est résorbée. Mais parfois, il y a des actions ou des paroles qui sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour amener de la clarté. Pour amener de la clarté dans la confusion qui règne.
Et c'est à ça finalement que sert notre corps et notre mental. Il sert à amener de la clarté. Tout le reste peut être mis à la poubelle. Hein. Si notre parole et nos actes ne sont pas au service de la clarté, ils servent à rien au final. Ils servent qu'à nourrir l'agitation. Hein. Ils partent de l'agitation et ils nourrissent l'agitation. C'est l'agitation qui parle à l'agitation. Ce qu'on appelle le langage de sourds ou le jeu de ping-pong. Donc c'est à chacun de voir, d'instant en instant, dans son existence, hein, d'où part le besoin de faire, d'agir ou de parler. Hein. Est-ce qu'il part d'une perception globale, d'une action qui est nécessaire, qui est requise par la situation, ou est-ce que c'est juste un système de compensation, hein, du fait de notre déséquilibre égotique? Puisque la posture égotique, c'est une posture instable. Posture égotique, on peut la voir comme un hologramme projeté par le mental et une identification à cet hologramme, et le monde est vu à partir de cet hologramme au lieu d'être vu à partir de la globalité silencieuse. Il y a comme un oubli de la globalité silencieuse et le monde est vu à partir de l'hologramme conditionné par les mémoires. C'est la séparation. La séparation, l'enfer, entre guillemets. Diabolos, la division. Et cette compréhension, évidemment, ça s'affine au fil de l'observation. Hein. Il faut bien se rappeler que l'observation naturelle, c'est une observation silencieuse. Une observation qui ne dit rien, qui voit tout, mais qui ne dit rien, qui ne conclut pas. Donc notre corps, notre mental, les réactions émotionnelles éventuelles sont vues à partir d'une observation silencieuse. Et c'est à partir de cette observation silencieuse qu'il y a vraiment vision. Vision instantanée. Ah oui. Sans jugement. C'est une vision instantanée. Ah oui, tiens, là, il y a la réaction qui se met en place. Tac. Et dès que la réaction est vue, tac, ça lâche tout de suite. Hein. Ça se maintient parce que c'est pas vu. Quand la réaction est vue et qu'on a l'expérience que la réaction ne fait que nourrir la réaction qui engendre la réaction, que finalement ça sert à rien, hein, c'est juste l'agitation stérile. Donc il y a un stop qui n'est pas le fruit d'une volonté. C'est pas le fruit d'un effort. Il faut pas réagir. C'est juste cette conscience de la contracture, de la réaction, qui va amener à réintégrer une perspective oubliée. Perspective naturelle, omniprésente, toujours là, hein, qui ne dépend de rien. Et les enseignements dits de sagesse sont là uniquement pour rappeler cette perspective, c'est tout. Ils n'ont pas plus d'intérêt, mais ils sont là pour rappeler cette perspective qui a tendance à être occultée. Ensuite, il y a des enseignements différents dans leur forme, parce que les structures mentales, psychiques sont différentes, hein, de l'un à l'autre, donc il y a besoin de différentes approches, comme le sommet d'une montagne peut être approché par différentes voies, c'est pareil. Mais cette résonance, cet écho d'une vérité qui est déjà présente en nous, mais non pleinement révélée, non pleinement actualisée. Et les interactions ordinaires de la vie quotidienne sont absolument parfaites pour intégrer cette compréhension-là, puisqu'ils vont nous montrer, dans des scénarios différents, vont nous montrer
cette aptitude à habiter l'écoute globale, indivise, ou à la quitter. Et est-ce que un autre, que ce soit un thérapeute ou une relation, peut montrer la réaction chez moi? Enfin, chez moi, chez quelqu'un. Est-ce que ça a de la valeur? Disons, on peut vous montrer du doigt. Ah, regarde, c'est tout. Oui, sans jugement, sans commentaire. Voilà. Hein? On décrit des fois chez les Amérindiens, c'est des histoires qu'on raconte, que la maman, avec son enfant, elle lui montre un oiseau en vol, mais elle lui montre silencieusement. Ah, c'est tout. Voyez? Soit on est prêt à entendre, soit on n'est pas prêt à l'entendre. Voilà, donc juste si le regard est juste un éclairage, voyez, mais pas un jugement, parce que dès qu'il y a un jugement, on rentre dans la folie. Hein. Mais bon, en vérité, toutes ces prises de conscience se font à l'intérieur de nous-mêmes à leur rythme. Mais c'est vrai qu'on va côtoyer des êtres, que ce soit des proches ou des lointains, qui parfois vont pouvoir nous servir de miroir et nous faire prendre conscience d'une réaction qui n'était pas consciente. Hein. Comme on dit l'ego n'a pas d'odeur, hein, ne sent pas sa propre odeur. C'est une manière de dire qu'on a tellement l'habitude d'habiter l'hologramme égotique qu'on oublie qu'on est perdu dedans. Hein. Donc parfois, il y a peut-être des êtres qui vont vous dire « Ah, regarde !»« Ah oui, merci ». Un thérapeute qui est censé avoir justement quitté le jugement peut tenir ce rôle? Éventuellement, hein, bien sûr, pourquoi pas. C'est peut-être le vrai sens de la thérapie, hein, c'est la thérapie du silence qui parle au silence, hein, qui va utiliser les mots de manière juste ponctuelle pour habiller le silence. Mais pas pour le remplacer. Merci. Ce qu'on appelle les phénomènes de compensation, les systèmes de compensation, ça part d'un sentiment d'inconfort, un sentiment de vide, d'inconfort, et à partir de là, il y a des tentatives pour tenter de combler ce sentiment, pour le masquer, comme quand on prend un antalgique pour pas sentir la douleur. Donc ça peut marcher pour un temps, mais au bout d'un temps, ce qui est masqué ressort, hein. Donc tôt ou tard, on va être amené à, on va dire, faire face au vide. Le vide, ce qu'on appelle le vide, c'est rien à saisir. C'est l'absence d'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? D'être dans une présence, mais sans rien avoir à saisir. Alors comme il y a l'habitude de saisie et c'est un conditionnement puissant, ça va tourner dans le vide et ça va créer un sentiment d'inconfort. Mais ça fait rien. Avec la patience, cette habitude de vouloir remplir le vide va finir par s'étioler. Il faut arriver à dépasser cette peur du vide. Voilà, complètement accepter ce qu'on appelle vide, c'est-à-dire le rien à saisir, hein, et se rendre compte que ce qu'on est en tant que présence transcende ce rien à saisir, puisque ce rien à saisir est vu à partir de ce qui n'est pas rien. C'est pas le rien qui objective le rien. Donc, qui donc est le connaisseur du rien? Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'art du questionnement. C'est-à-dire, on laisse cette question ouverte parce qu'on pressent que le mental peut pas y répondre. Et la question a la vertu de
ramener à la réponse qui est déjà là, avant la naissance de la question. Si vous laissez la question complètement ouverte et non répondue, elle se résorbe dans le silence, d'où elle a jailli. Ça demande quand même une confiance. Oui, c'est ça, une forme de confiance, une forme d'abandon à cette perspective, à cette connaissance, à cette compréhension, hein, bien sûr. Parce qu'on ne sait pas définir le rien. Définir le rien. On peut parler d'une absence. Hein. Vous avez l'habitude d'un objet chez vous, à chaque fois que vous rentrez chez vous, cet objet est là, d'un seul coup, cet objet n'est plus là. Ça engendre une réaction. Ça éveille une peur. Hein. Alors donc, on peut dépasser cette peur. Si on accepte complètement l'absence de cet objet, donc on ne vit plus dans le passé, parce que quand vous dites « Ah, l'objet n'est plus là », vous faites référence à la mémoire, mais dès que vous revenez à l'instantanéité même, il n'y a pas de problème. Avec ou sans l'objet, votre vécu intérieur est identique, ça change absolument rien. Vous voyez, hein, donc se familiariser avec la présence de l'objet et l'absence de l'objet. Et voir qu'au final, il y a quelque chose en vous qui n'est pas attaché ni à l'objet, ni à son absence. Accepter tout ce qui vient. Tout ce qui vient et tout ce qui ne vient pas. Hein, ça veut dire se familiariser avec la non-attente. Ce moment-là est plein. Pardon ? Ce moment-là est plein. Voilà, exactement. Ce moment-là est plein. Il y a une plénitude qui se dévoile dans la non-attente. Mais si on va chercher la plénitude, évidemment, elle se révèle jamais. Parce qu'on a transformé la plénitude en un but à atteindre. Et on est à nouveau reparti dans le jeu des projections. C'est plus facile quand l'objet est un objet matériel, quand c'est un objet affectif. Mais au final, ça revient au même. Si vous regardez de près, quelle que soit la nature de l'objet, c'est toujours une relation de dépendance qui s'est installée pour combler un sentiment de vide ou de solitude. Ensuite, l'objet peut prendre de multiples formes, hein, mais c'est pareil. Il y a toujours cette confusion entre la félicité naturelle, la félicité d'être, et l'objet qui donne l'impression de la contenir. Donc c'est comme un miroir. Et le miroir ne contient pas ce qu'il réfléchit. L'autobus qui passe devant le miroir, essayez d'attraper l'autobus dans le miroir, vous le trouverez pas. Hein. Ce n'est qu'un reflet. Et regardez bien que quand l'accueil est vraiment total, les perceptions en vous ne laissent aucune trace. Hein. Ce qui se produit dans l'instant ne laisse aucune trace. Si ça laisse une trace, c'est que déjà il y a une interférence psychologique, une interférence personnelle qui s'est construite. Mais sinon, l'instant, d'instant en instant, ça laisse pas de trace. Familiarisez-vous avec cette perspective du sans trace, sans mémoire. Comme si vous étiez des Alzheimer avancés, mais vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire vous avez toujours une mémoire fonctionnelle qui est utile pour la vie quotidienne, mais vous n'êtes pas enfermé dans votre mémoire, dans votre vécu intime. C'est une mémoire affective. Une mémoire affective, vous dites ? C'est-à-dire dans quel sens ? On se rattache à une mémoire affective. Par exemple, hein, par exemple. Parce que, voilà. Bien sûr que la mémoire de l'utilisation de tous les jours est utile. Oui. Mais la mémoire affective, c'est le danger. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle parfois la mémoire psychologique pour la différencier de la mémoire fonctionnelle. La mémoire psychologique qui est basée sur ce qui est l'agréable et le désagréable.
le souvenir de l'agréable et du désagréable. Jean-Marc? Oui? Bonjour. Bonjour. Je suis Sophie. Ok, bonjour Sophie. Quand tu parles d'absence d'objet, est-ce que tu es d'accord pour dire que l'impression d'un moi est un objet? Oui, bien sûr. Hein. Ce qu'on appelle moi est un objet, oui. Donc c'est cette absence de cet objet moi qui est le plus important à réaliser, n'est-ce pas? Absolument. Ça ne veut pas dire la disparition du monde phénoménal. Monde phénoménal, ce qu'on appelle monde phénoménal, ce sont des perceptions qui émergent en vous d'instant en instant. Ensuite, notre mental va dire, ça c'est le monde phénoménal, mais en vérité, dans l'instant même, des perceptions émergent, elles naissent et meurent, c'est tout. Il se passe rien d'autre dans votre intériorité. Une perception naît, une perception meurt dans le même instant. Bonjour Jean-Marc. Oui, c'est bonjour. Lucille. Bonjour. Est-ce que vous pourriez parler de l'intuition? Précisément, je voulais savoir comment on pouvait avoir l'intime certitude que ce qui est entendu est de l'ordre de l'intuition et non pas du mental. Bon, il y a différentes formes d'intuition. Il y a l'intuition concernant le monde phénoménal. Donc ça va être une sorte de perception subtile qui va émerger quand notre écoute est silencieuse. Il va y avoir une sorte de perception subtile de l'action appropriée qui doit être accomplie, par exemple. Ce qu'on appelle l'intuition du soi, c'est différent dans la mesure où ça ne concerne pas le monde des phénomènes, mais ça concerne la conscience en arrière-plan des phénomènes. Cette intuition d'une immuabilité de l'arrière-plan, d'une conscience en arrière-plan qui est complètement immuable, complètement libre de la naissance et de la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition du soi. Ça va être une forme de... Comme dans ces instants où vous êtes touché par une grâce, vous voyez, être touché par la grâce. Ah, il y a quelque chose dans votre intériorité qui complètement s'ouvre et se détend, hein, dans cette perspective qui s'éveille. Donc laisser l'intuition du soi devenir vivante, ça veut dire rester tranquille et rester présente à l'écoute et laisser les choses se faire à leur rythme. Cesser donc de vouloir manipuler les phénomènes, de tenter de contrôler l'incontrôlable. Merci. Et est-ce que l'intuition dans le monde phénoménal a à voir avec l'action juste qui vient justement de... Ça peut avoir dans la mesure où effectivement il y a une sorte de perception sensible de ce qui est approprié dans l'instant et qui tient compte de la situation dans son ensemble. Donc pour pouvoir dévoiler cette qualité d'action, d'abord, l'écoute doit être globale, c'est-à-dire vous devez avoir la capacité d'écouter la situation vraiment dans son ensemble. Par exemple, quand des gens sont en discorde, avoir la capacité d'écouter avec la même qualité
un côté comme l'autre. Englober dans votre écoute une chose et son contraire. Et c'est dans cette perspective-là que nos actes vont pouvoir être, on peut dire, habités. Des actions habitées, qui ne sont plus des actions réactives. Et d'ailleurs, dans l'action habitée, la structure corporelle est au repos, elle est tranquille, elle n'est pas agitée. Elle peut se mettre en mouvement quand c'est nécessaire, mais elle n'est pas sous tension. Alors que dans l'action réactive, vous verrez toujours que votre intériorité est tendue, hein. Il y a une sorte une colère, une frustration, quelque chose de cet ordre-là, qui va amener un besoin d'agir ou de réagir. Et cette tension, on peut la sentir dans le corps. Vous pouvez la sentir dans le corps, dans votre corps physique, hein. Même quand vous avez l'impression d'être tranquille et détendu, si vous écoutez avec plus de finesse votre structure corporelle, votre structure énergétique, vous allez voir qu'il y a encore des couches de tension qui sont présentes, hein, même quand on se croit détendu. Et donc, on va pouvoir rendre conscient ces résidus, hein, ce qui va permettre à leur rythme leur élimination. Merci. Jean-Marc, Oui. est-ce que pour vous, il est important de rentrer dans un travail qui consisterait à essayer de rendre conscient, c'est-à-dire de remonter à la conscience du matériel inconscient qui justement colore cet hologramme dont vous parlez? Donc, vous avez peut-être pas entendu, mais c'est Denis qui demandait l'importance, disons, est-ce que ça a un intérêt de rendre conscient ce qui est inconscient, c'est ça que vous voulez dire finalement, oui. De rendre conscient toutes ces mémoires inconscientes qui vont jouer un rôle dans notre vie quotidienne, qui vont prendre la main dans notre vie quotidienne, c'est un peu ça. C'est ça. Eh oui. Je dirais que ce n'est pas nécessaire de mettre en place une volonté dans ce sens, c'est-à-dire une volonté d'aller voir, hein, parce que la vie quotidienne, quand on se met à son écoute, va nous amener tout ce qu'il faut pour éveiller notre compréhension. C'est-à-dire, bien sûr, que quand on rentre dans une réaction face à une situation, on va prendre conscience que la réaction n'est pas liée à la situation, mais à des mémoires qui s'éveillent. Ces mémoires qui s'éveillent, donc ce sont des faits comme ceux à quoi vous faites référence, ce sont des mémoires de choses qui n'ont pas été digérées, acceptées, qui ressurgissent dans la conscience, hein, et qui sont confondues avec la situation présente. Mais dans votre qualité d'écoute subtile, il y a une aptitude au discernement, et vous allez pouvoir faire la part de ce qui appartient à la situation elle-même et ce qui appartient à des mémoires qui n'ont pas été digérées et qui se réactualisent. Donc finalement, même le travail d'un psychothérapeute ou de gens qui travaillent sous hypnose ou autre, à quoi ça consiste? Ça consiste à mettre l'organisme en état de détente, à ouvrir une écoute, disons une disponibilité à ce qui s'éveille, hein. Et donc le thérapeute va accompagner dans la confrontation par rapport à ce qui s'éveille, dès lors qu'il y a une présence et une écoute, hein. Le thérapeute, disons, il joue un rôle simplement d'accompagnateur, hein. Mais il faut voir que dès qu'il y a une volonté en nous en jeu, comme si j'arrive à comprendre pourquoi je suis malheureux et revenir à
tel événement qui a été un événement clé de mon malheur, disons que ça va peut-être te donner un répit, mais le mécanisme de projection de l'hologramme égotique, lui, il va toujours être actif, hein. On peut pas le restreindre à une seule mémoire. Si on regarde tous les événements dits traumatiques qu'on a pu vivre dans une vie ou dans plusieurs vies, si on y croit, on va se rendre compte que ce qui les rend traumatiques, c'est notre incapacité à les accepter. Et ce qui rend traumatique notre vie quotidienne, la petite vie quotidienne ordinaire, c'est également cette même incapacité à l'accepter. Donc le refus, l'acceptation, c'est là où tout se joue. Et ça s'actualise et ça s'intègre à chaque instant. Est-ce que ça répond à peu près à votre question, Denis? Oui. Mais si, en faisant remonter un souvenir et que justement il se dissout, oui, parce qu'il est revenu et qu'on, oui, le voit et qu'il se dissout, oui, est-ce que le réservoir d'agrégat de mémoire ne se réduit pas et ne fait pas qu'on réagit plus, enfin, que justement si on vide ce réservoir, on réagira moins vite, on sera moins dans la réaction? Certainement, il y a un épuisement qui se fait, il y a une forme d'auto-guérison qui se fait quand les mémoires se réactualisent. C'est en fait un processus d'auto-guérison, d'auto-élimination. Et si cette résurgence est complètement acceptée et laissée à son terme, c'est-à-dire laisser le processus de dissolution jusqu'à sa terminaison complète. C'est tout un art, parce que habituellement on laisse pas les choses se terminer. Là, on parle de laisser ce processus de réveil des mémoires se résorber complètement jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien qui ne soit présent. Donc, bien laisser venir les mémoires, les laisser autant de temps qu'elles ont besoin d'être encore actualisées dans la conscience et contempler leur résorption et leur mort. Donc, il se peut que la mort soit seulement partielle, il va rester des résidus, donc ces résidus vont se réactualiser à nouveau, mais tout ça contribue en effet à un processus d'élimination et de nettoyage, disons. Et la thérapie, là-dessus, enfin, des thérapeutes peuvent être efficaces dans ce processus. Ils peuvent accompagner ce processus. Oui, accompagner. Accompagner, mais c'est pas eux qui vont pouvoir mâcher les bouchées à votre place. Donc d'accord. Mais ils peuvent accompagner et aider à aller justement au bout du processus quand on a envie de le fuir parce que c'est désagréable. Je dirais que c'est surtout la qualité de présence du thérapeute qui est importante. C'est pas son savoir, mais sa qualité de présence. La présence du thérapeute vous ramène à votre propre présence. C'est un écho de votre propre présence. Et pour ça, le thérapeute doit être, on peut dire, mort à l'idée d'être un thérapeute. Mmh. Donc quand la mémoire est résorbée, alors le regard peut à nouveau se réintégrer lui-même dans sa vision directe des choses. Les situations sont jamais problématiques. Dès qu'on a l'impression qu'il y a un problème, c'est qu'on est déjà parti dans une réinterprétation du film. Mais les situations ne sont pas problématiques, elles sont juste une perception dans l'instant. Quand on parle de la situation, on parle d'autre chose, on parle d'une mémoire, de la manière dont notre mental reconstitue les choses. Donc ça peut être laissé complètement de côté et revenir toujours à la vision directe.
Pour qu'il y ait l'impression qu'il y a un problème, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui croit qu'il a un problème, tout en oubliant qu'il est lui-même le problème. Le moi, donc, peut-il vouloir sa propre disparition? Je dirais que ça se passe pas exactement comme cela. La perspective naturelle part toujours de la conscience pure. C'est à partir de la conscience pure que les gesticulations du moi sont vues et perçues. Et dès que le moi redevient ce qu'il est, c'est-à-dire un objet de perception, un objet d'observation, alors il perd son pouvoir. Et en le sachant ou sans le savoir, c'est la perspective naturelle qui est réemboîtée. Donc maintenant, vous pouvez vivre consciemment l'instant où la perspective naturelle est emboîtée. Et la réaction du moi, la réaction du personnage, va juste être contemplée comme la réaction du personnage. Elle se maintient un certain temps, elle s'efface quand elle s'efface. Mais vous, en tant que regard, en tant que présence, évidemment, vous ne dépendez de rien. Est-ce qu'on peut approfondir un petit peu ça? Parce que moi, je sens que je coince justement par rapport à une identification, à une dépendance. C'est comme s'il y avait une dépendance de la conscience par rapport au corps en tant que capacité perceptive, et que du coup, il y a une identification qui se fait par rapport à ce corps, qui semble être un outil incontournable pour que la conscience puisse expérimenter. Et je suis en boucle là-dedans. Je vois bien que je reconstruis mon moi à partir de cette identification du corps en tant qu'un moi perceptif, sans lequel la conscience ne pourrait pas faire l'expérience de la manifestation. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... À peu près. Je dirais, mettez-vous à l'écoute de votre corps, vraiment à son écoute. C'est-à-dire, écoutez le corps en tant que sensation, en tant que vibration. Laissez de côté la représentation mentale du corps, vous savez que ce n'est qu'une représentation mentale, et mettez-vous à l'écoute de votre corps en tant que sensation, perception, vibration. Et vous allez voir que l'image du corps va se déconstruire par elle-même, et le corps va se restreindre, va se réduire juste à un son, une vibration. Et ce son, cette vibration, est un pointeur direct vers la conscience silencieuse qui contient ce son et cette vibration. Donc utilisez les perceptions comme un pointeur qui ramène invariablement l'attention au silence, à la présence silencieuse. Et là, le corps, le mental vont remplir leur objectif qui est de vous révéler à vous-même, de vous rappeler de votre vraie nature. Au final, ils sont là pour ça. Mais c'est là, parce que ça, c'est une pratique que j'ai, je dirais, au quotidien. Et donc, le corps est vraiment reconnu pour être un champ de vibrations informelles, enfin sans contour, sans forme, donc quelque chose qui est perçu par la conscience, que la conscience est vraiment en amont et l'élément incontournable pour que cette expérience vibratoire puisse avoir lieu. Néanmoins, persiste l'idée, et je ne sais pas comment ça s'organise, mais persiste l'idée que sans cette incarnation, je ne sais pas comment dire, sans cette incarnation, aucune expérience n'aurait lieu. Enfin, ou alors une expérience, enfin, après ce serait parler de quelque chose auquel je ne peux pas référer, mais ce serait une non-expérience en fait.
Et que pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait cette association de conscience et de corps, de conscience et d'incarnation. Même si le corps est vu pour ce que vous venez de nommer, c'est-à-dire vraiment une expérience vibratoire, fluctuante, insaisissable d'une certaine façon. Mais je sens que, quelque part, dans ma construction, s'est établi un lien d'interdépendance qui fait que le moi, grâce à ça, semble s'auto-perpétuer. L'identification au corps. Et ce qui fait aussi que, par exemple, quand vous dites « il n'y a pas de problème », eh bien, je me dis, comme il y a cette identification au corps, même s'il est vu pour un espace vibratoire, eh bien si, il y a un problème, parce que si quelqu'un vient avec un couteau pour m'égorger, dire qu'il n'y a pas de problème, ce serait un mensonge. Vous connaissez l'écoute de la sensation, vous connaissez l'écoute de la perception, l'écoute de la vibration. Maintenant, quelle est l'écoute elle-même sans la sensation, sans la vibration? Est-il possible maintenant de séparer, comme vous séparez le blanc du jaune, de séparer l'écoute elle-même de la perception, de la vibration, c'est-à-dire de complètement ignorer la perception, complètement l'ignorer, et de rester juste dans le vécu qui se dévoile dans l'absence de la perception. C'est cela qu'on appelle conscience. Je dirais que c'est comme un changement. Pardon? D'intensité. Excusez-nous, on n'entend pas bien votre voix. Comme s'il y avait Vous m'entendez plus? Votre voix est irrégulière. Ah bon? Et maintenant? Allô? Oui, on vous entend, mais de manière saccadée. Ah mince. Mais il y a des espaces de silence entre les paroles. Hein. Le silence n'est pas perturbé. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Un peu mieux, on dirait. Si je suis votre indication, ce que je sens, c'est comme s'il y avait une modification d'un curseur, c'est-à-dire qu'au lieu que l'attention soit dirigée vers, par exemple, ce qui émane du corps en tant que vibration, il est tourné vers cet espace au sein duquel ces vibrations apparaissent, mais néanmoins, donc c'est comme si l'arrière-plan devenait premier plan, l'arrière-plan en tant que présence, et que l'expression vibratoire devenait un deuxième plan, mais elle ne s'efface pas complètement. Il n'y a pas besoin... Imaginez que vous êtes un miroir. Une multitude de reflets s'éveillent en vous, vont et viennent en vous. Si vous vous identifiez aux reflets, vous allez vivre tout ce que les reflets contiennent et décrivent. Maintenant, vous vous rappelez de votre nature de miroir. Ah, c'est instantané. D'un seul coup, il y a comme une liberté par rapport aux reflets. Vous vous expérimentez comme complètement libre. Il n'y a plus de trace d'un asservissement par rapport aux reflets qui sont en vous. C'est la même chose. Donc laissez simplement, on peut dire, ce vécu-là dont il est question, laissez-le complètement fleurir, complètement s'éveiller. Pas à 80%, mais à 100%. C'est un total laisser-faire, un total laisser-être, un abandon total à ce vécu qui cherche son plein dévoilement, dans lequel la nature des perceptions, au final, est complètement indifférente. Indifférente
au sens noble, c'est-à-dire non différente. Une chose en vaut une autre, une sensation en vaut une autre, une perception en vaut une autre, une vibration en vaut une autre, une pensée en vaut une autre. C'est ça qu'on appelle... la réalisation du... Pardon. Oui, je voulais dire, c'est ça qu'on appelle habiter la non-localisation. C'est-à-dire la non-dépendance. La non-dépendance, la non-localisation. Les perceptions, les sensations induisent un sentiment de localisation, de vous localiser, mais dans l'écoute pure, il n'y a pas de localisation. Merci. Jean-Marc, Oui. est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur ce que Jean-Claude disait? Sur le vif, la beauté est. La beauté est. Sur le vif. Oui, notre expérience de la beauté, c'est une expérience directe, immédiate. Quand vous regardez le monde perçu, puisque le monde se résume aux perceptions, donc quand vous regardez le monde perçu à partir d'un regard innocent, c'est-à-dire un regard complètement libre de la mémoire, il y a un sentiment d'harmonie, de beauté qui s'éveille en vous, et ce sentiment d'harmonie et de beauté qui s'éveille en vous, c'est en fait votre propre beauté qui se révèle. Il n'y a qu'une beauté qui se réfléchit dans des miroirs multiples, mais quand vous revenez à l'expérience directe de la beauté, c'est une expérience pure dans la mesure où elle est sans témoin et sans intermédiaire. Et donc, comme notre vie quotidienne nous amène à avoir des gens en général avec qui on a des relations proches, eh bien, regardez-les à partir de la beauté. C'est-à-dire, voyez la beauté qui se cherche dans tous les êtres, et vous allez voir que c'est votre propre beauté qui est là, c'est la même beauté qui se réfléchit ainsi. Et en étant conscient de votre propre beauté, eh bien, vous rendez conscient les êtres de leur propre beauté. Vous ne les enfermez plus dans une petite case qui nourrit la frustration et le mécontentement. Alors, on peut parler de la beauté sans forme et la beauté avec forme, c'est-à-dire l'aptitude de la beauté sans forme à se réfléchir dans le monde des formes. Il y a des formes qui ont un pouvoir de réflexion de la beauté plus intense que d'autres. Mais la beauté elle-même est une lumière sans reflet. On ne peut jamais la saisir. On ne peut jamais l'enfermer. Elle n'a pas de propriétaire.
Merci à vous.